La lumière de Los Angeles lui avait presque manqué. Ce 1er septembre 1970, Linda Kasabian avance doucement, encadrée par 2 policières, dans le couloir étroit du tribunal. Elle a 21 ans. Sa robe noire nous donne l'impression qu'elle se rend à un enterrement. Derrière son visage d'ange se cache une âme brisée. 2 policières encadrent la suspecte Linda Kasabian. Nom de jeune fille, Linda Drouin. Leurs pas résonnent froidement sur le sol carrelé. Elles peinent à cacher leur dégoût. Parmi les victimes se trouvait une femme, une actrice, enceinte de 8 mois. Sharon Tate. Linda traverse le hall. Les flashs des appareils photo jaillissent comme des éclairs. Ses yeux fixés droit devant elle, perdus dans le vide, elle repense à Charlie. On raconte qu'un certain Charles Manson, un gourou hippie, serait le cerveau de ce groupe de tueurs, composé de gamins qui n'ont même pas 20 ans. Et cette pauvre fille n'en est qu'un pion parmi d'autres. Linda n'a tué personne, mais elle était là. Elle n'a pas pu empêcher ses amis de tuer. Elle n'arrive plus à dormir. Pourtant, il y a seulement 2 mois, l'été commençait de la plus belle des façons. Aujourd'hui, tellement d'innocents sont morts à cause d'elle. Tout ce qu'elle espère, c'est être jugée et condamnée. Alors se rendre à la police, c'était une bénédiction. Mai 1954. Il fait encore jour dans la petite ville de Milford, dans le New Hampshire. Les modestes maisons en bois s'alignent le long des routes. Au coin d'une rue, on entend des cris qui proviennent d'une fenêtre ouverte. Un couple se dispute. À l'étage, il y a une petite fille, Linda Drouin, 5 ans. Elle ne dort pas. Elle se lève, ses pieds nus touchant le plancher froid. Elle avance lentement vers la porte. Les cris de ses parents se font plus aigus. Elle observe le salon depuis le bout du couloir. Des bouteilles vides traînent sur la table. Sa mère, les yeux rougis, gesticule. Son père, le dos courbé, hurle de toutes ses forces. Comme tous les soirs, papa et maman se disputent. Les problèmes d'argent, les tromperies, les mensonges. Linda n'échappe à aucun détail, ni à la vision de sa mère frappée par son mari. Au même moment, en mai 1954, les portes de la prison de haute sécurité de Chillicothe, dans l'Ohio, s'ouvrent lentement. Un détenu marche d'un pas tranquille, son sac en toile sur le dos. Il porte un jean usé et une chemise trop grande. Ses cheveux bruns sont coupés courts. Les gardiens le regardent partir. Il leur sourit. « Sale type », murmure l'un d'eux. « Quand tu commences à 9 ans en cramant ton école primaire, ça part mal », ajoute un autre. « T'as entendu qu'il a violé un détenu ?» Le prisonnier s'approche. On lui demande son nom. Charles Manson. Âge 20 ans. Un agent lui remet ses derniers papiers. Il a purgé sa peine. « Vous êtes libre », dit l'agent. Manson marche vers une voiture et monte, en affichant un sourire moqueur. La voiture s'éloigne. Dans la prison, la routine reprend son cours. Quelques années ont passé. Dans le New Hampshire, Linda est maintenant une ado de 15 ans. Depuis sa chambre à l'étage, elle entend les mêmes cris qui proviennent du salon. Pourtant, sa mère a divorcé. Mais elle a trouvé un autre homme, qui la bat, lui aussi. Linda pense à un avenir loin de toute cette violence. Un lieu où elle pourrait enfin vivre ses rêves. Elle imagine un monde où les rires remplaceraient les cris. C'est décidé, elle doit partir. Linda ouvre la fenêtre et s'échappe.
1966. Les lumières du couloir de la prison McNeil, dans l'État du Washington, s'allument doucement. Il est 7 heures du matin. Les gardiens s'avancent vers une cellule. Charles Manson a maintenant 32 ans. Il est debout. Sa chevelure désordonnée et ses yeux perçants contrastent avec son calme apparent. Un garde insère une clé dans la serrure. La porte s'ouvre. Manson fait un pas hors de la cellule. Un peu plus loin, un autre agent ouvre un épais classeur étiqueté Manson Charles. Vol, prostitution, infraction fédérale, énumère l'agent à voix basse. La liste est bien longue. Manson reste souriant. Il est libéré pour bonne conduite. On lui demande quel est son projet une fois libre. Il reste vague. La Californie, répond-il. C'est là que tout se passe. Linda Drouin s'appelle maintenant Linda Kasabian. Elle a 17 ans. Elle vient de se marier pour la 2e fois. Linda regarde la route qui défile. Une main sur le volant, son mari Robert allume une cigarette. Il la regarde comme personne ne l'a jamais regardée. Elle le trouve si beau, avec ses lunettes de soleil et ses cheveux noirs. Il lui parle d'aventure, de liberté, de voyage en bateau. Il a même promis de naviguer avec elle. Leur voiture traverse tous les États-Unis. Ils quittent Boston pour rejoindre Venice Beach, en Californie, pour y vivre la révolution hippie. Pour Linda, ce n'est pas juste un changement d'adresse, c'est une transformation. Elle ne sera plus la fille paumée de Boston. Elle sera la nana cool de Californie, la copine des artistes. Il fait nuit. Le couple s'arrête dans un campement au milieu de nulle part. Robert discute avec un groupe d'hommes vêtus de chemises aux motifs psychédéliques. Une bannière colorée flotte entre 2 arbres, Peace and Love. Linda s'assoit à côté d'un feu de camp. Une femme lui tend un petit carré de papier. « T'as déjà essayé ?» Linda hésite un instant, puis accepte la dose de LSD. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Roger Smith, la trentaine, travaille pour le département de la justice à San Francisco. Mais c'est aussi un chercheur, qui a son bureau au High Ashbury Free Medical Clinic, un établissement médical au cœur du quartier hippie. Il suit le cas de Charles Manson, un multirécidiviste, que l'on a recruté dans le cadre d'une étude sur les effets des drogues sur les personnalités aux tendances criminelles. Charles Manson fait son entrée dans le bureau. Il examine la pièce, puis choisit une chaise et s'assoit avec désinvolture. Le chercheur l'interroge et note ses premières impressions. Comment décririez-vous vos sensations après la prise de LSD ? Ça ouvre des portes. Des trucs jamais vus, monsieur. Répond Manson avec conviction. L'entretien se poursuit plus d'1 heure. Et en fin de journée, Roger examine ses notes. La drogue a aidé Manson à s'inventer une philosophie farfelue, à renforcer son talent d'hypnose auprès des autres et à développer une forme de paranoïa. Il note en conclusion, le LSD a eu sur Manson un effet spectaculaire. Mars 1968. Topanga Canyon. Une importante communauté hippie s'est installée au cœur de ce paysage vallonné, à l'ouest de Los Angeles. La lumière pénètre une cabane rustique où Linda Kasabian est allongée. Elle respire profondément. Elle est en train d'accoucher. Des couvertures usées sont empilées sous elle. Des bougies brûlent faiblement autour de la pièce. Robert est assis dans un coin, un joint à la main, le regard vague. Une voisine appelée à la hâte l'assiste, lui tenant la main avec force. « Encore un petit effort », murmure-t-elle. L'expression de Linda se transforme soudain, la douleur cédant la place à un effort final. Un petit cri de bébé résonne dans la pièce. Linda retient son souffle. Tania est là, ses petits doigts se crispant sur la poitrine de sa mère. Un immense sourire traverse le visage de Linda. Robert lève les yeux. Un peu plus tard,
Il s'approche, anxieux. « Il faudra qu'on trouve un boulot, alors, murmure-t-il. Un nuage de poussière s'élève au-dessus d'un terrain vague en périphérie de Los Angeles. Une voiture de police s'arrête devant le Span Ranch, un ancien décor de Far West devenu une sorte de village coupé du monde. Le soleil se couche derrière les collines, projetant des ombres sur les bâtiments délabrés. 2 officiers en uniforme observent le lieu. Des silhouettes se détachent près d'une grange en bois, des jeunes aux cheveux longs. Des rires et des conversations s'échappent du groupe. Un chien aboie quelque part. Le propriétaire du ranch, George Span, 81 ans, héberge un groupe de hippies, une dizaine de jeunes, essentiellement des filles, qui gravitent autour d'un certain Charles Manson, un criminel multirécidiviste, soupçonné d'organiser un trafic d'armes et de voitures volées. Les flics pensent que Manson demande aussi à toutes ces jeunes filles de coucher avec le vieux Span, en échange de leur hébergement. Juillet 1969. Linda s'avance sur le trottoir, sa fille Tanya, 18 mois, serrée contre elle. Le soleil de Californie brille haut dans le ciel. Linda ajuste le sac à dos. Dedans, c'est tout ce qu'elle a. Juste quelques vêtements. Pour elle, pour Tanya. Avec Robert, ça ne va plus. Ils sont en train de se séparer. Et elle n'a nulle part où aller. Son amie, Gypsy, l'attend près d'une Cadillac en mauvais état. Gypsy affiche un large sourire. « Tu seras la bienvenue », s'exclame Gypsy. Linda hoche la tête. L'espoir brille dans ses yeux. Elle monte à bord. La voiture démarre. Sur la route, Gypsy parle du leader du groupe. « Charlie est génial, tu verras. » Il tourne sur un chemin de terre menant à une vaste propriété. Le lieu ressemble à un vieux décor de Far West. Linda découvre les maisons délabrées, les caravanes et les tentes. La voiture s'arrête et Linda descend. Sa fille lui tient la main. Elle respire profondément. Elle va bientôt rencontrer celui dont tout le monde parle, Charlie, ou plutôt Charles Manson. Et pour se faire accepter, Linda a intérêt à rendre un service. Gypsy a une idée. Les portes du commissariat de Los Angeles s'ouvrent brusquement. Robert Kasabian, la vingtaine, entre, l'air perturbé. Il s'approche du bureau d'accueil. « J'ai besoin de déposer une plainte », dit-il d'une voix tremblante. « Ma femme Linda et son horrible copine Gypsy, elles ont volé toutes mes économies. » Il sort de sa poche une photo de Linda, la montrant à l'officier. « 5 000 $. Avec notre fille Tanya, elles sont au Span Ranch, » ajoute-t-il. « Et vous n'avez pas tenté d'aller là-bas ?» interroge l'officier. Robert semble inquiet, évitant le regard de l'officier. « J'ai peur d'aller là-bas tout seul. Ces gens... je pourrais être en danger. » L'officier lève les yeux vers Robert. « Monsieur Kasabian, nous ne pouvons intervenir sans preuve d'un crime direct. » Il pousse une feuille de papier vers Robert. « Vous allez devoir y aller vous-même. C'est une affaire civile à ce stade. » Robert acquiesce lentement, puis se lève. Il remercie brièvement l'officier et se dirige vers la sortie.